Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais moi je viens de Bretagne. Et c'est vrai que j'y retourne très très régulièrement. Donc là, je me promenais tranquillement à Douarnenez, sur les quais du port du Rosmer, pour les connaisseurs, quand je suis tombée sur cet énorme panneau qui revenait sur la grande grève des sardinières de 1924, puisqu'en effet, là vous avez compris, on fête le centième anniversaire du mouvement. Et c'est vrai qu'en tant que Bretonne, je connais dans les grandes lignes le mouvement, et je me suis dit quand même que ce serait dommage de ne pas célébrer avec vous le centième anniversaire de ce mouvement iconique. Une grève, mais qui a marqué l'histoire de la Bretagne, de la France, mais qui a aussi fait parler de lui à l'international. De revenir sur les faits, et aussi essayer de comprendre pourquoi ce mouvement ouvrier, un mouvement parmi d'autres au XXe siècle, mais est à ce point exceptionnel et a autant marqué les esprits. Donc écoutez, allons-y. Alors, si aujourd'hui Douarnenez est une ville où il fait bon vivre, j'ai même vu un article il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Elle, qui qualifiait Douarnenez de nouveau Saint-Tropez. Eh ben, en ce premier quart du XXe siècle, il ne fait pas bon vivre à Douarnenez. Donc c'est une petite ville d'environ 10 000 habitants qui est tournée vers la mer. Les hommes sont marins, les femmes sont des pennes-sardines. Traduisons par des têtes de sardines, donc des ouvrières dans les entreprises de conditionnement donc de la sardine. Il y a 21 grandes entreprises qui se partagent le morceau à Douarnenez et ses environs. Et les conditions de travail sont horribles. Alors je sais que les conditions de travail des ouvriers au début du XXe sont horribles partout, mais là, vraiment, c'était le pompon. Non, je vous jure, être une ouvrière dans la sardine, c'était horrible. Donc les femmes travaillaient d'avril à octobre, pendant la saison de la sardine, dans des bâtiments inconfortables, en terre battue, mal isolés. On mourait de froid en avril et en octobre, on mourait de chaud en été. Elles restaient debout pendant 12 heures, voire 18 heures. Enfin, ces entreprises de transformation de la sardine, elles bénéficiaient de dérogations au droit du travail. Il faut savoir que les sardines sont des poissons qui se conservent très mal. Donc en fait, il fallait les préparer dès leur arrivée. Et souvent, leur arrivée, c'était en fin de journée. Donc du coup, les femmes travaillaient de nuit. Et puis l'âge des femmes, officiellement, le travail des enfants de moins de 12 ans était interdit. Mais dans les faits, il y avait des gamines de 10 ans, de 11 ans qui travaillaient jusqu'à 70 ans. Et c'était un métier ingrat, il fallait transporter les sardines, aller les chercher jusqu'au port, il fallait les étriper, il fallait les couper, surtout il fallait les tremper, les cuire dans de l'huile bouillante. Ensuite, il fallait les conditionner, les placer dans les boîtes. Non, vraiment, c'était un travail vraiment ingrat. Et attention à celles qui étaient lentes, parce qu'il y avait des contremaîtresses vraiment implacables qui se promenaient dans les allées et qui faisaient des rétentions de salaire si elles voyaient que on traînait un petit peu trop. Et tout ça pour un salaire de misère, moins de 1 franc, on était à 80 centimes de l'heure. Mais bon, il faut savoir qu'en fait, Douarnenez, malgré les conditions de travail horribles dans ces sardineries, attirait des gens pauvres, des gens sans travail. Et donc du coup, c'est vrai que déjà à l'époque, la ville souffrait de surpopulation et d'un manque de logements criant. Les gens s'entassaient dans des pièces insalubres. En plus, c'est vrai qu'il y avait tellement d'usines que ça puait, c'était sale, ça sentait la sardine partout dans la ville, vraiment. Non, vraiment, on pouvait pas se promener dans les rues sans empester la sardine. Et donc, du coup, même si elles étaient payées une misère, elles avaient besoin de cet argent. Donc c'est vrai que elles faisaient avec. Et pour vous donner une idée de à quel point c'était un salaire de misère, à l'époque, 1 kilo de café, c'était 17 francs. Donc en fait, comme elles étaient payées à moins de 1 franc de l'heure, pour se payer 1 kilo de café, il leur fallait une journée de travail. Donc voilà, maintenant vous avez une idée du contexte. Bien entendu que ça ne pouvait pas durer. Je veux dire, ces femmes ne pouvaient pas continuer à vivre comme des esclaves. Alors déjà en 1905, elles s'étaient rebellées. Il y avait eu une première manifestation. Les femmes avaient obtenu en fait de passer d'un salaire au rendement à un salaire à l'heure. Donc déjà, ça avait été une victoire. Mais ce mouvement n'est pas du tout comparable en termes d'ampleur à ce mouvement de novembre 1924. En effet, une grève va éclater le 24 novembre 24. Alors, on ne sait pas quel a été l'élément déclencheur. Est-ce que c'est une dispute avec une contremaîtresse? Mais une centaine de femmes va se mettre en grève.
Le lendemain, ça va être toutes les ouvrières des usines de Douarnenez qui vont se mettre en grève et elles vont aussi être appuyées par des ouvriers. Mais c'était quand même un mouvement majoritairement féminin. 75%, on va dire, des grévistes étaient des femmes. Au début, c'est un mouvement spontané. Mais très vite, et ça va faire la force du mouvement, ça va se structurer, notamment grâce à l'aide du Parti communiste, très récent, hein, puisqu'il avait été créé en 1920, et de la CGTU. À l'époque, on ne disait pas CGT, on disait CGTU. Alors au début, les ouvrières avaient des prétentions assez modestes. Elles voulaient 20 centimes de plus par heure, soit 1 franc de l'heure. Mais du coup, les cadres de la CGT, et notamment Lucie Coyard, donc qui s'occupait du travail des femmes à la CGT, hein, une grande figure hein, du syndicalisme français, vont justement, donc, en plus d'organiser le mouvement, étendre les revendications et notamment demander pour les ouvrières 1 franc 25 de l'heure et pour les ouvriers 1,75. Ouais, pour l'égalité des sexes, on repassera. Donc un comité de grève va aussi être monté hein, pour négocier avec les représentants du patronat. Et tout va être fait en fait pour que la grève dure. C'est-à-dire que le comité directeur va par exemple organiser des soupes populaires pour que justement les grévistes puissent continuer à se nourrir. Il va y avoir des cagnottes aussi, des caisses de solidarité. Non, vraiment, cette grève va avoir une logistique remarquable. Bon, bien entendu, les représentants du patronat vont être vent debout. Hein. De toute façon, les deux camps vont être intransigeants. Au début, il n'y a pas de dialogue. Alors, il va y avoir des tentatives de négociation hein, de la part des mairies alentours, hein, mais aussi de la part de la préfecture, des juges de paix. Même le ministre du Travail hein, va essayer de convoquer les deux parties pour trouver un compromis. Bon, ça va être un échec. Aucun des deux partis ne va vouloir négocier. Alors, elles vont quand même obtenir, excuse-moi, je parle des ouvrières, mais je devrais aussi dire ils, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les ouvriers hommes aussi. C'est vrai que on parle d'ouvrières, mais il y avait aussi des hommes. C'est un peu comme les sorcières de Salem, j'ai fait une vidéo dessus. En fait, il faudrait dire les sorciers de Salem. Mais bon, pour une raison de praticité, comme elles étaient hyper nombreuses, beaucoup plus nombreuses, c'est vrai qu'on va continuer à dire les pennes-sardines, les ouvrières. Elles vont obtenir une première victoire quand même en décembre 24, une propriétaire d'usine, Madame Quérault, qui était moins bête que les autres, va faire une concession, elle va accepter pour son usine de passer à un salaire par heure de 1 franc, donc soit l'augmentation de 20 centimes qui était d'abord revendiquée. C'est quand même une première victoire qui va mettre du baume au cœur. Et c'est vrai qu'elles vont avoir besoin de baume au cœur. En effet, les représentants du patronat vont embaucher des briseurs de grève. Alors ce n'était pas des ouvriers lambda hein, qui voulaient juste faire leur travail pour manger. Non, c'était majoritairement des repris de justice. Vraiment, c'était pas des hommes fréquentables et c'était à dessein qu'ils ont été recrutés. Et donc le 1er janvier, il va y avoir une grosse altercation, un gros incident qui va être d'ailleurs un tournant hein, dans cette grève, entre ces briseurs de grève et des soutiens donc aux grévistes, donc au café L'Aurore. Et ces soutiens, c'était pas n'importe qui, c'était notamment Daniel Leflanchec, le maire de Douarnenez. Alors, petite pause, hein. C'est une chaîne sur l'histoire des femmes, mais il faut parler de Daniel Leflanchec, parce que c'est une personnalité, donc c'était un des premiers élus communistes de France. C'était un borgne, avec une gouaille. C'était un chanteur, c'était un escrimeur qui adorait se battre en duel. Et surtout, c'était un anarchiste, un partisan de la bonne imbono, qui avait des tatouages sur le bras, et notamment un tatouage où il y avait écrit en gros «Mort aux vaches». Enfin, c'était vraiment une personnalité très très haute aux couleurs et un grand partisan forcément des ouvrières. Et en fait, il va se faire tirer dessus et laissé pour mort. Donc forcément, la rumeur que Daniel Leflanchec est mort va se répandre à une vitesse. Donc il va y avoir des violences. Le bâtiment où se réunissaient les représentants du patronat va être saccagé. Bon alors, heureusement, il ne va pas y avoir plus de heurts et de débordements parce qu'il faut savoir que la CGT avait également mis en place une police interne. Et donc, les leaders syndicaux vont parvenir à apaiser la situation, d'autant plus que le lendemain, on apprend qu'en fait, Daniel Leflanchec a survécu. Bon, le pauvre s'est ramassé quand même une balle dans la gorge, hein, il va lui falloir quelques jours encore avant de pouvoir de nouveau faire des discours enflammés. Mais déjà, ça apaise la situation. Et surtout, ça va être un tournant, parce que ça y est, là, les représentants du patronat, ils sont discrédités. On apprend dans les journaux qu'ils ont embauché mais des canailles,
et que, à cause de ça, il a fallu y avoir des morts. En fait, les ouvrières vont obtenir la généralisation des conditions qui avaient été octroyées à Madame Quérault, donc déjà le salaire à 1 franc de l'heure, mais également la majoration des heures de nuit et des heures supplémentaires, l'interdiction d'être licencié aussi suite à des opinions politiques, donc c'est forcément la Douarnenez début janvier et en liesse. Vraiment des scènes de joie, d'ailleurs pendant une journée entière est dédiée à la fête. Et ensuite les ouvrières ont repris le travail, comme si de rien n'était. Et cette grève, donc de 46 jours quand même, 46 jours au cœur de l'hiver, va avoir une couverture médiatique de dingue. Dites-vous bien que des représentants de ces ouvrières vont même être invités à Moscou, justement, pour être félicités. Pourquoi 100 ans après on en parle encore? Parce que des gros conflits, on a eu plein. Par exemple, il y a eu la grève des mineurs en France de 63. Il y a eu aussi la grève des usines LIP dans les années 70, où là, il y avait 100 000 manifestants, alors que les sardinières de Douarnenez, elles étaient peut-être 2000, allez, 3000, puisqu'ensuite il y a eu un effet boule de neige. Et non, aujourd'hui, c'est vraiment du combat de ces sardinières dont on se souvient. Alors déjà, bien sûr, il y a l'identité des grévistes. C'était des mères de famille, c'était des adolescentes, des petites filles de 12 ans. C'est sûr que ça suscite plus la sympathie que des ouvriers qui sont des grands gaillards moustachus. La discipline aussi des grévistes. Là, il faut reconnaître que la CGTU a fait un travail remarquable quand même, notamment grâce à leur police interne. En fait, il n'y a pas eu de débordement majeur. Donc, du coup, les Français ont regardé d'un bon œil ces mères de famille, ces femmes auxquelles ils pouvaient s'identifier, vous voyez. Alors qu'au contraire, les représentants du patronat, eux, ont eu une image détestable dès le début. Ils n'ont rien fait pour se rendre populaires. À un moment, il était question de négocier avec les représentants des ouvrières. Et en fait, ils ont annulé au dernier moment parce qu'ils sont partis faire une partie de chasse. Puis surtout, les Français s'intéressent à cette grève, pas que les Bretons. Dès le début du mouvement, l'Humanité envoie un envoyé spécial à Douarnenez, suivi d'autres journaux, et donc du coup les gens suivent cette grève au quotidien. Et comme je l'ai dit, l'image des grévistes est bonne, va y avoir une grande solidarité. Des Français de toute la France vont faire des dons à la cagnotte des ouvrières, à leur soupe populaire. Le 25 décembre, les députés vont voter un don financier de 18 000 francs, justement, pour les ouvrières. Et puis sans parler de dons financiers, c'est vrai que c'est vraiment une grève populaire avec un P majuscule, puisqu'elle va concerner plein de corporations. Donc les marins vont vite se mettre en grève et pour soutenir les ouvrières, mais aussi les agriculteurs, puisque beaucoup d'agriculteurs avaient des filles qui, en attendant leur mariage, travaillaient comme sardinières, et donc du coup, ils vont fournir beaucoup d'aliments, de denrées alimentaires, justement, pour permettre à ces grévistes de tenir. Alors d'habitude, j'aime pas avoir la vie en noir et blanc. Pour moi, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais là, on dirait un film. D'un côté, on a les gentilles ouvrières exploitées, et de l'autre, c'est vrai qu'on a les méchants patrons qui vont embaucher des bandits pour aller casser la gueule des gentils. En gros, c'est ça. Ouais, cette grève, elle avait tout pour réussir. Alors j'entends parfois des gens dire que cette grève a été un événement marquant du féminisme au XXe siècle. C'est que mon avis, là on passe dans l'interprétation, mais je serai plus partagée. Pour moi, cette grève, c'est pas un événement féministe. Déjà parce qu'on voit que les femmes ont été invisibilisées. Regardez, si je vous demande de dire des personnalités marquantes du conflit, ok, on a Charles Tillon, on a Danielle Leflanchec, ok, on a Lucie Coyard. Mais c'était pas une ouvrière, elle avait été parachutée de Paris. On voit d'ailleurs qu'au début, les revendications sont différentes entre les hommes et les femmes. On ne prône pas l'égalité salariale, par exemple. Et si on prend le comité directeur, on voit comme si les femmes étaient une écrasante majorité, il y avait 9 hommes pour 6 femmes. Alors il y a quand même le cas de Joséphine Pencalette. Donc au municipal de 1925, Joséphine Pencalette va être inscrite dans la liste donc, de Daniel Leflanchec, donc le maire sortant, qui se représentait, donc liste communiste. Elle va être élue et ça va être une des 10 premières femmes conseillères municipales en France. Malheureusement, quelques mois plus tard, son élection est invalidée. Comme celle des autres femmes d'ailleurs. Et quand j'étais jeune et naïve, je pensais que c'était un remerciement justement de l'implication des ouvrières. Et en fait, j'ai appris, en faisant mes recherches, que c'était Moscou qui avait demandé aux partis communistes nationaux de mettre des femmes dans leur liste municipale. Voilà, pour montrer que le parti communiste est un parti progressiste et surtout essayer
de séduire plus de femmes, à la grande déception de Lucie Coyard, qui elle pour le coup était une féministe moderne, et qui a essayé justement au début de donner une dimension féministe au conflit. Non, ça ne l'a pas été. C'était évident que le terreau n'était pas fertile. Déjà, soyons honnêtes, les revendications féministes, c'est des revendications secondaires. Ah, attendez, hein, avant de me huer. Dans le sens où quand on a faim, quand on n'a pas de toit, c'est vrai que le droit de vote, la liberté d'expression, le droit d'être élu, c'est pas du tout prioritaire en fait. Ces femmes, bon, l'expression est un peu vulgaire, mais elles crevaient pratiquement de faim. Donc bien entendu qu'elles, elles voulaient se battre pour des augmentations salariales. Le reste, c'était moins important. Et surtout, il faut savoir que le domaine de la mer était à part. C'était pratiquement, en fait, du matriarcat. Les hommes partaient en mer de longs mois. Et donc c'est vrai que ces femmes de pêcheurs, et c'était presque toutes des femmes de pêcheurs, hein, les sardinières, elles prenaient seules les grandes décisions. Elles n'avaient pas d'hommes pendant des mois, donc c'est sûr, elles avaient énormément de pouvoir et elles étaient très respectées. D'ailleurs, dans des endroits comme Ouessant, l'île d'Ouessant, donc toujours dans le Finistère, où les hommes partaient là pratiquement parfois un an en mer, c'était pratiquement du matriarcat, c'est-à-dire que c'était même les femmes qui faisaient la cour aux hommes, pour vous dire, et c'est elles qui assumaient toutes les fonctions importantes sur l'île. Donc c'est vrai que pour ces femmes qui avaient déjà beaucoup de pouvoir, elles se sentaient pas diminuées. Pour elles, le féminisme n'avait rien à leur apporter de plus. Donc voilà, j'espère que ce récit vous aura plu. Alors, bien entendu, il y avait plein d'autres aspects qu'on aurait pu raconter. D'ailleurs, je vais mettre encore une fois en barre de description certaines sources. J'ai notamment encore écouté un numéro d'Affaires sensibles dessus. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur Edith Cresson, vous savez à quel point j'adore Affaires sensibles. Genre quand je jardine, quand je fais du running ou je vais à la salle de sport et tout. J'adore écouter ce podcast. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Les sujets abordés sont toujours hyper variés. Vraiment. Avec Ondelat, Autant n'emporte l'histoire. Ouais, je crois que c'est un de mes podcasts préférés. En tout cas, le 24 novembre prochain, ayez une petite pensée pour ces ouvrières qui sont l'incarnation parfaite du mythe de David contre Goliath, mais un Goliath puissance 1000. Donc voilà. Donc écoutez, moi je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, comme d'hab, je radote, à liker ou à partager. Moi ça me fait toujours très très plaisir. Et ouais, allez, on va faire dans le cliché, même si je déteste les clichés sur les Bretons, hein, vraiment. Mais on va quand même le faire. Et je vais vous sortir mon seul mot en breton que je connais, Kenavo. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.